Les lumières se sont officiellement éteintes à Téhéran. Après les frappes de la nuit dernière sur des cibles militaires iraniennes, la capitale iranienne vient de plonger dans le noir total. Le régime riposte désormais par un pur terrorisme, en bombardant l'approvisionnement civil en eau potable d'un pays voisin totalement neutre. La guerre s'intensifie, et l'Iran est à court d'options. Tout a commencé avec cette déclaration du ministère iranien de l'énergie. La déclaration a confirmé des coupures de courant à Téhéran, et dans les environs après les frappes de la dernière heure. Voici un extrait de Karach, qui est une ville juste à l'extérieur de Téhéran. Et cela montre exactement à quel point cette panne de courant était généralisée. Si cela avait été une frappe américaine ou israélienne sur les infrastructures énergétiques, ce serait une grande escalade. Mais initialement, les médias officiels iraniens ont diffusé une déclaration vague. Ils ont indiqué qu'après des attaques contre Téhéran, certaines zones connaissent des coupures de courant. Je dis que la déclaration était vague, car si une frappe directe avait visé des centrales électriques iraniennes, les médias officiels l'auraient dit clairement, ce qu'ils n'ont pas fait. Cela m'a donc un peu dérouté. Mais plus tard, ils ont donné plus de détails, et cela a d'expliquer exactement ce qui s'est passé. Les médias officiels ont déclaré que la panne résultait de graves dégâts sur une tour de transmission à haute tension. La cible principale n'était pas une centrale électrique, mais une installation militaire iranienne. Les centrales électriques étaient à proximité, et elles ont subi des dommages collatéraux, pas par une frappe directe. Néanmoins, cela reste une escalade et il semble que l'Iran ait riposté. Mais avant de parler de la riposte, regardons la nouvelle déclaration du président Trump, car elle confirme en quelque sorte indirectement que ce n'étaient pas les États-Unis qui frappaient à cette installation militaire. Voici la déclaration que Trump a publiée tôt aujourd'hui, tard dans la nuit dernière. Et la déclaration dit: les États-Unis sont en discussion sérieuse avec un nouveau régime plus raisonnable pour mettre fin à nos opérations militaires en Iran. De grands progrès ont été réalisés, mais si un accord n'est pas rapidement conclu, et si le détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement rouvert à la navigation, alors nous mettrons fin à notre charmant séjour en Iran, en faisant exploser et en détruisant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole, l'île de Karg, et possiblement les usines de dessalement, que nous avons délibérément épargnées jusqu'à présent. Je parlais bien de cette partie. Le président Trump précise que les États-Unis n'ont pas encore visé les infrastructures énergétiques iraniennes. Peut-être que les États-Unis n'ont pas mené l'attaque contre la centrale électrique iranienne. Cependant, une menace pesait sur ces centrales et d'autres infrastructures civiles si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz. Et cela pourrait poser un gros problème à l'avenir, car c'est exactement ce que nous avons reproché à la Russie de faire en Ukraine depuis 3 ans. La Russie détruit les centrales électriques en hiver pour faire pression sur les civils ukrainiens. Si les États-Unis agissent ainsi en Iran, ils perdent leur supériorité morale. Maintenant, il est important de préciser qu'à ce jour, les États-Unis n'ont pas visé ou intentionnellement visé d'infrastructures civiles. Nous avons seulement utilisé la menace comme ultimatum ou tactique de pression. Pourtant, cela est devenu un sujet important, et la Maison-Blanche a récemment été interrogée à ce sujet. Écoutez leurs réponses. Au fait, vous savez, il a menacé qu'en quittant l'Iran, nous pourrions détruire toutes leurs centrales électriques, puits de pétrole, l'île de Karg et peut-être toutes les usines de dessalement. Le droit international interdit généralement de frapper ce type d'infrastructure civile. Pourquoi le président menace-t-il de commettre un possible crime de guerre avec l'armée américaine? Comment conciliez-vous cela avec l'affirmation que les États-Unis ne visent pas les civils? Écoutez, le président a été très clair avec le régime iranien en ce moment, comme le montre la déclaration que vous venez de lire. Leur meilleure option est de conclure un accord. Sinon, les forces armées des États-Unis disposent de capacités qui dépassent leur imagination la plus folle, et le président n'a pas peur de les utiliser. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Garrett. Et vous utilisez le mot « potentiel » pour une raison, parce que je suis sûr que certains experts vous soufflent cela à l'oreille pour que vous me posiez cette question. Bien sûr, cette administration et les forces armées des États-Unis agiront toujours dans le cadre de la loi. Concernant la réalisation des objectifs de l'opération Fureur épique, le président Trump avancera sans entrave et attend que le régime iranien conclue un accord avec l'administration. Lequel de ces objectifs, la destruction de l'usine de dessalement, aiderait-elle le plus? Allez, vas-y. Merci, Jérémy. Je voulais poursuivre ce sujet. Maintenant, bien sûr, de l'autre côté, l'Iran n'a aucun problème à mener des actes et des attaques qui sont purement iraniens. C'est du terrorisme pur et simple. Voici ce que je veux dire. En guise de représailles, l'Iran a ciblé une centrale électrique et une usine de dessalement au Koweït.
Lors de cette attaque, des ouvriers ont été tués et d'importants dégâts ont été causés aux infrastructures civiles. Et voici pourquoi c'est mal. Supposons que ce soit Israël ou les États-Unis qui aient frappé la centrale électrique iranienne. Cela n'a toujours aucun sens pour l'Iran d'attaquer un pays tiers qui n'était absolument pas impliqué. Maintenant, le Koweït a été très clair sur le fait qu'il n'a pas donné aux États-Unis la permission d'utiliser l'espace aérien koweïtien, ou les bases américaines situées au Koweït pour mener des frappes contre l'Iran. C'est la position du Koweït. Mais l'Iran dit que ce n'est pas vrai. Le Koweït leur permet d'utiliser ces bases pour attaquer l'Iran, d'où les représailles contre le Koweït. Pourtant, ce que fait l'Iran reste du terrorisme. Et la raison à cela, c'est que l'Iran ne vise pas les bases américaines dans ces pays du Golfe. Comme nous venons de le voir, l'Iran vise des usines de dessalement et des centrales électriques destinées à la population civile du pays. C'est du pur terrorisme. Et devine quoi? Même l'Iran le sait, car regardez leur excuse. L'Iran affirme que c'est Israël qui a attaqué l'usine de dessalement au Koweït, pas l'Iran. Maintenant, cette excuse aurait peut-être fonctionné au XIXe siècle, à une époque où nous ne pouvions pas déterminer d'où venaient les missiles et les drones. Mais en 2026, nous pouvons en fait voir exactement d'où viennent ces drones et d'où proviennent les missiles. Et l'Iran sait que ce qu'il fait est mal, et c'est pour cela qu'il ne veut pas l'admettre. La stratégie iranienne n'est pas de riposter contre les États-Unis. Leur stratégie vise à faire souffrir le monde, à provoquer la douleur et la mort de civils innocents dans le Golfe et ailleurs, car le régime iranien sait que c'est sa seule chance de survie. Ils ne veulent pas abandonner le pouvoir, et ils se moquent du nombre de vies innocentes perdues tant qu'ils survivent. Ensuite, nous avons un autre exemple du régime qui s'accroche au pouvoir, la coupure d'Internet à l'intérieur de l'Iran. Avant de commencer, pensez à cliquer sur j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide beaucoup. Passons maintenant à ce qui se passe en Iran. L'Iran est un pays de 92 millions d'habitants. Et maintenant, cela fait plus de 30 jours, plus de 700 heures que 99,9% des gens, 99,9% des Iraniens n'ont aucun accès à Internet. Voici plus de détails. Les responsables israéliens tirent la sonnette d'alarme concernant la coupure d'Internet à travers l'Iran qui a maintenant dépassé les 700 heures. Ils disent que cela affecte la capacité du monde à comprendre l'ampleur et l'impact des frappes américaines et israéliennes, et que cela nuit également aux civils iraniens et à leur capacité à s'organiser en interne. J'ai parlé aujourd'hui avec un haut responsable du renseignement israélien à ce sujet qui a déclaré, je cite, « La vérité est mise sous silence. Le régime cache la réalité à son propre peuple. » Ils veulent empêcher le peuple iranien de voir à quel point le régime est durement touché. Le responsable précise que couper Internet bloque la communication, le partage de ce qui se passe réellement et l'organisation des gens. C'est important parce que nous comprenons que Starlink est brouillé à l'intérieur de l'Iran et donc les personnes qui auparavant pouvaient contourner cette coupure d'Internet ne peuvent plus le faire. Le régime iranien a aussi arrêté des centaines d'utilisateurs de terminaux Starlink, mais le responsable a conclu par une remarque que je juge très importante. Ils ont dit que lorsque cette coupure sera levée, l'ampleur totale des dégâts pour le régime deviendra évidente. Et pendant que l'accès à Internet est coupé, la répression continue. Ce matin même, le régime islamique a pendu 2 Iraniens, qui avaient été arrêtés pour avoir participé à la manifestation de janvier. Ces pendaisons ont désormais lieu presque chaque semaine, et beaucoup d'entre elles se déroulent en public, parce que le régime veut faire passer un message. Ils veulent s'assurer que tout le monde sache que c'est ce qui arrive si vous redescendez dans la rue. Maintenant, pendant que tout cela se passe, il semble que le président Trump ait publié une nouvelle déclaration disant que les négociations sont en cours. Ce matin même, Trump a confirmé que les États-Unis négocient avec le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Trump a déclaré que dans une semaine environ, les États-Unis sauront si cet homme a un véritable pouvoir et s'il est sérieux au sujet d'un accord de paix ou non. Désormais, Ghalibaf est devenu l'un des dirigeants les plus puissants d'Iran depuis que Larzani a été écarté. Maintenant, il n'est probablement pas le dirigeant, mais il détient toujours un pouvoir considérable. Voici plus de détails à son sujet. We haven't spotted him since 17 mars à la télévision d'État. Mais son compte sur X est actif. Il a également un passé dans le CGRI et il a participé à la guerre Iran-Irak dans les années 80. Et concernant son soutien populaire, il s'est présenté 4 fois à la présidence, sans succès à chaque fois. D'accord, donc pour revenir à ce point, avons-nous une raison de le penser? Que ceux qui occupent des postes de direction ou les personnalités que vous mentionnez sont-ils différents d'une quelconque manière? Les 2 personnalités qui ont été tuées lors de ces frappes initiales des États-Unis et d'Israël.
Eh bien, Mohamed Barak Alibov est aussi un homme politique conservateur et les discours et la rhétorique que nous avons entendus de la part des responsables iraniens n'ont pas été différents de ceux d'avant. Et l'Iran maintient cette opposition contre les États-Unis et Israël depuis 1979, depuis la naissance de la République islamique. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu inconfortables, surtout si vous êtes quelqu'un qui suit les manifestations iraniennes. Le public voulait désespérément, et veut toujours, un changement de régime. Cependant, le changement de régime ne semble pas être un objectif déclaré des États-Unis dans cette guerre, créant une situation intéressante lors de leur retrait. Voici le secrétaire d'État Rubio exposant clairement les objectifs ce matin. Écoutez bien. Cette opération, d'accord, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Elle vise des objectifs très précis. Le président les a exposés dès la première nuit de l'opération. Je vais vous les répéter maintenant parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'on ne connaît pas les objectifs clairs. Les voici. Vous devriez les noter. Premièrement, la destruction de leurs forces aériennes. Deuxièmement, la destruction de leur marine. Troisièmement, la réduction drastique de leur capacité de lancement de missiles. Et quatrièmement, la destruction de leurs usines afin qu'ils ne puissent plus fabriquer de missiles ni de drones pour nous menacer à l'avenir. Tout cela pour qu'ils ne puissent jamais s'en servir comme couverture pour acquérir une arme nucléaire. C'était notre objectif depuis le début et cela reste notre objectif aujourd'hui. Nous sommes dans les temps, voire en avance sur certains points et atteindrons ces objectifs en quelques semaines, pas en plusieurs mois. Selon des rapports, Donald Trump veut une situation en Iran semblable à celle du Venezuela. Il ne cherche pas à renverser totalement le régime, mais souhaite un dirigeant plus coopératif avec les États-Unis sur les sujets clés. Maintenant, c'est là qu'il est important de se rappeler. Ghaliba a essayé plusieurs fois de devenir président et a échoué. S'il est quelqu'un de assoiffé de pouvoir et corrompu, cela pourrait être son opportunité. Il pourrait coopérer avec les États-Unis, instaurer la paix en Iran et devenir un dirigeant de facto, accomplissant enfin ce qu'il désirait. C'est quelque chose que les États-Unis ont confirmé de manière un peu indirecte, puisque ce matin la Maison-Blanche a déclaré que Ghaliba se montre beaucoup plus raisonnable en coulisses que dans ses déclarations publiques. C'est exactement ce que Delcy Rodriguez, l'actuel dirigeant vénézuélien, faisait lorsque Maduro a été capturé. Écoutez bien. J'ai deux questions, une sur l'Iran et une sur le financement du DHS. Concernant l'Iran, le président a déclaré que l'administration discute avec un nouveau régime, plus raisonnable. À quel point êtes-vous confiante qu'ils sont légitimes et qu'ils ont suffisamment de pouvoir? Marco Rubio a dit plutôt qu'il n'est pas certain et qu'il n'est pas clair s'ils resteront au pouvoir. Parlez-vous aussi à d'autres factions? Pendant que le président tente de conclure un accord, comment vous assurez-vous qu'il implique des personnes capables de l'appliquer? C'est une étape du processus en cours dans les négociations actuelles. Bien sûr, tout ce qu'ils nous disent en privé sera vérifié et nous nous assurerons qu'ils tiennent leurs promesses. Et s'ils ne le font pas, la présidente a exposé les conséquences militaires que le régime iranien subira s'il ne respecte pas les paroles que nous entendons en privé, en coulisses. Quand la présidente parle de plus raisonnable, ces personnes paraissent plus raisonnables en privé, en coulisses, dans ces échanges. Peut-être plus que certains anciens dirigeants aujourd'hui disparus. Parce qu'ils ont menti aux États-Unis et qu'ils nous ont menés en bateau lors des négociations, et cela était inacceptable pour la présidente, c'est pourquoi beaucoup des anciens dirigeants ont été tués. C'est une nouvelle occasion historique pour l'Iran d'agir correctement, de se débarrasser de leurs ambitions nucléaires et de conclure un accord avec cette présidente et son administration. Ou alors ils verront encore les graves conséquences des forces armées des États-Unis qu'ils constatent chaque jour pendant cette opération. Pour le DHS, combien de temps l'administration peut-elle encore payer les équipes? Maintenant, seul le temps nous dira ce qui va se passer. Mais d'après tout ce qui a été dit aujourd'hui, il semble qu'il y ait une chance que les États-Unis concluent réellement un accord de paix avec le régime actuellement au pouvoir.